Bonjour et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Y a-t-il un lien entre la culture et le cultuel, mon cher Bruno? Il y a plus qu'un lien entre culte et culture, puisque tous les deux s'érigent sur les mêmes fonds baptismaux. Ne dit-on pas que culte et culture poussent tous les deux de la terre vers le ciel? Les médias et les artistes eux-mêmes nous ont sensibilisés ces derniers temps à l'importance de la culture. Sans nul doute, c'est un des secteurs qui a le plus souffert du confinement. Un domaine versé souvent dans le non-essentiel et pourtant tellement important pour nourrir notre intériorité. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons à la rencontre de deux artistes. Et la première que nous avons sur le plateau. Nous sommes très heureux d'avoir Laetitia Mampaka avec nous. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes coach en éloquence et humoriste, surnommée la reine de l'éloquence. En effet, vous avez remporté plus de 10 titres nationaux et internationaux à seulement 25 ans. Laetitia, on dit de vous que vous êtes une femme surprenante. Alors, racontez-nous. Bien, je pense que la surprise, c'est d'abord à l'égard de moi-même, puisque moi-même, je découvre plein de choses de ma vie. Et je pense que c'est ça le plus beau, quand on vit vraiment sans se donner de complexes ni de limites. Alors, j'ai découvert l'humour, j'ai découvert l'art oratoire, j'ai découvert le cinéma. Et je ne sais pas ce que je découvrirai demain. Peut-être dans un an, ce sera autre chose et ça me va tout à fait. Vous êtes une femme passionnée. Oui, surtout. C'est ce qui fonctionne toujours. Passionnée par la parole? Par la parole, par la scène aussi. J'aime tellement être sur scène et donner beaucoup en si peu de temps au plus de personnes possible. C'est un sentiment qui est incroyable. Beaucoup de joie, beaucoup de communication positive, à travers l'humour notamment. Oui, exactement. Et ça fait beaucoup de bien à ceux qui reçoivent, mais on oublie aussi que l'artiste reçoit énormément. Lorsque l'on donne, on reçoit tout autant, voire beaucoup plus du public. C'est pour ça que vous souriez beaucoup sur scène? Je ne peux pas m'empêcher de sourire, même lorsque je suis fatiguée et que dès qu'on doit monter sur scène, on a les applaudissements, on a énormément de sourires, même avec le masque, on voit les yeux qui changent aussi et qui s'illuminent. On ne peut pas rester insensible et donc automatiquement je souris aussi. Donc même avec les masques, on communique? Oui, oui, tout à fait. Alors, comment avez-vous vécu ce confinement dans votre art, personnellement? Eh bien, ça a été assez compliqué. Au début, beaucoup de positivité, puisqu'on se dit que ça va durer peut-être un mois, tout au plus. C'est le temps de se reposer, de bien remettre un petit peu les pendules à l'heure, de se reposer et puis de revenir plus fort qu'avant. Et puis, il se passe plusieurs mois et on arrive au-delà d'un an. Et là, c'est un peu compliqué. Dans le milieu de l'humour, je n'ai plus vu la scène depuis tellement longtemps. Et puis même juste avant, quand on a pu remonter un tout petit peu, eh bien, le fait d'avoir aussi les peurs, de pouvoir être contaminé ou non, c'était pas toujours évident. Et donc, on a perdu un peu de cette proximité avec le public, de pas pouvoir tout simplement leur faire des accolades. Eh bien, c'est des choses qui n'étaient pas simples du tout, puisque on a envie d'une seule chose, c'est de jouer, de travailler aussi. Et puis, c'est une passion. Donc, une passion, c'est pas vraiment un choix. On brûle de passion, on brûle d'envie de le faire. Et quand on ne peut pas, bien c'est un peu délicat. Mais le feu est quand même là à l'intérieur? Oui, alors on essaye de le transmettre, notamment en ligne, à distance, d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des scènes virtuelles qui se sont créées. Le fait de pouvoir aussi voir à distance, ça a été aussi peut-être la belle chose, c'est que j'ai pu découvrir des scènes internationales, de faire des discours avec des personnes qui venaient de l'Inde, alors qu'il m'aurait fallu, je pense, plusieurs années pour pouvoir y aller de moi-même. Et puis finalement, en quelques clics, on était à l'autre bout du monde pour partager. Ça, c'était le côté Oui, positif. mais comment vous vivez ça? Vous qui avez l'habitude quand même d'avoir un contact direct avec les gens. Oui, c'est ça. Ça doit être frustrant, non? Mais c'est très frustrant, surtout lorsqu'on n'a pas le bon Wi-Fi. Moi, j'ai pas un Wi-Fi. J'habite pas loin de vaches et d'une ferme, donc c'est pas toujours délicat. Mais c'est vrai qu'il y a cette frustration de ne pas pouvoir aussi donner cette communication. Mais de l'autre côté, on se dit, eh bien, ça nous pousse à être encore meilleurs. Pourquoi? Parce que comme en fait, on perd beaucoup dans cette transmission, eh bien, on n'a pas d'autre choix que d'augmenter nous-mêmes aussi ce que l'on donne pour que, avec la distance, il y ait quand même un petit peu qui s'invente. Et puis, si je dois quand même donner quelque chose que j'ai pu découvrir, eh bien, c'est le fait d'avoir eu un public que je n'aurais pas eu si je devais me contenter de présentiel. Eh bien, nous allons aller à la rencontre maintenant d'une autre artiste, Naomi Camilleri.
Elle est photographe, jeune photographe. Elle a déjà illustré un livre, Intérieur Bible, et on est allé lui demander, dans l'exposition qu'elle a actuellement à Charleroi, comment elle avait vécu son confinement, et à travers quelques clics, elle va nous expliquer ça. Nous regardons. Comme artiste, j'ai vécu les mois de confinement. Au début, c'était un peu difficile parce que j'étais vraiment un peu perdue dans mon art, comment j'allais mettre les choses en place. J'étais renfermée à la maison et j'ai l'habitude d'aller dehors, de faire des photographies dans la rue, d'aller faire des photographies quand on m'appelle aussi. Mais là, j'étais renfermée chez moi, entre quatre murs. Donc, comment j'allais pouvoir faire passer un message à travers mes photographies. Et tout simplement, je me suis vraiment posé cette question, et c'est vraiment ce qui reflète aussi toutes les photographies qui sont ici présentes, c'est cette notion de temporalité, de comment on voit les choses dans un temps qui est relativement latent, comme ça. On était vraiment dans un moment où tout prenait du temps. C'est des photos en fait que j'ai réalisées pendant le premier confinement, ou que photographier pendant ces moments-là. Comment faire aussi pour qu'il y ait une certaine liberté dans les photos, qu'on ressente une certaine liberté. Et en regardant les membres de ma famille, comment ils se mouvaient dans l'espace, dehors, je les ai un peu suivis avec mon appareil. Et là, c'était un moment de détente. Mon frère était posé tout simplement sur le toit, il faisait très bon. Et je suis passée à ce moment-là, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu ces jambes qui flottaient dans l'air, un peu seules, comme si elles n'étaient pas rattachées à un corps. Et je trouvais ça très poétique en même temps. Et dans cet enfermement, une certaine liberté qui surgissait de ça, quoi. Tout n'est pas fini et vraiment laisser le temps au temps de faire les choses. Celle-là, elle représente un peu l'ombre et la lumière, en fait. J'ai été d'abord attirée par la lumière qui émanait de l'extérieur et qui rentrait à l'intérieur dans ce couloir qui était pas éclairé et qui faisait vraiment ce jeu du clair-obscur. Et je trouvais vraiment que c'était très intéressant par rapport à ce qu'on vivait, cette sensation où on était constamment renfermé, où on vivait un peu une journée sans fin. Et ça nous amenait vers un extérieur où aussi on pouvait se projeter et se dire ben, c'est pas fini, on est cloisonné pendant un moment, mais le meilleur reste à venir. Laetitia, Naomi vient de nous parler d'intériorité, d'extériorité, d'ombre, de lumière à travers ces photos, de la liberté à travers ces deux jambes comme ça qui sont dans le ciel. Est-ce que c'est des thèmes que vous avez ressentis pendant ce confinement important? On en a beaucoup parlé. Oui, c'est vrai, après ce besoin aussi de s'échapper et donc de reprendre encore l'art, d'autres styles d'art, de découvrir aussi. Et puis, quand elle parle aussi de ce temps latent, c'est tout à fait, totalement, où on ne sait plus un peu quelle heure il est, quel jour il est, on vit juste à la minute, même plus au jour près. J'ai tout à fait apprécié en plus sa manière de se réinventer et justement de dire que trouver des photos libres malgré que ce soit en confinement, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'on a peur pendant ce confinement? On est artiste, on flotte là comme ça dans l'air avec son art. Est-ce qu'on a peur que ce soit fini, qu'on ne soit en panne d'inspiration ou que sais-je? Oui, tout à fait. Moi, surtout dans tout ce que je fais dans le domaine oratoire, je venais de passer justement Grand Oral en février et j'étais en pleine ascension. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu le premier confinement. Donc d'abord la peur pour soi et pour nos proches par rapport à cette maladie qu'on ne connaît pas du tout. Et puis cette peur que finalement ça a à peine commencé, que c'est déjà terminé. On nous contacte sur les réseaux sociaux. Quand est-ce que tu vas remonter? Et puis on dit mais je n'ai pas la réponse puisque je ne sais même pas quand est-ce que tout va réouvrir. Et on se dit mais peut-être que lorsque on pourra enfin recommencer, les gens se seront désintéressés et qui ne seront plus là du tout. Et ça, c'est une peur que j'ai eue aussi. Et puis finalement, eh bien, on essaye de tout simplement être assez sincère et de faire passer le temps ensemble à travers de nos réseaux sociaux pour dire, bien, on recommencera quand on pourra. L'art oratoire, vous venez de le citer, c'est votre art. Et comment ça a commencé? Ma maman dit que ça a commencé avant même que j'apprenne à parler.
Déjà. Apparemment, tellement je faisais des bruits sonores et qu'elle était fatiguée. Et donc, apparemment, ça vient de là. Bon. Autrement, quand notre bébé, c'est bruit sonore. Mais je sais pas, elle me dit que c'était trop, qu'on avait l'impression que j'avais une discussion, mais ça, souvent les enfants, vous savez, quand ils sont un peu énervés, on dirait qu'ils ont leur propre langue et ils n'ont pas l'air d'être conscients que personne ne les comprend. Apparemment, je faisais beaucoup ça. Et puis, j'ai une famille qui m'a beaucoup aidée aussi, un environnement qui est propice. L'environnement est important. Exactement, très important, ne fût-ce que dans le vocabulaire, puisqu'on lisait énormément d'histoires. Alors, on a un vocabulaire qui s'enrichit assez vite et donc on l'utilise plus facilement. On a le mot juste par rapport au vocabulaire. Et puis, à force d'être extrêmement bavarde, on a fini par me dire, mais va prendre des cours, va quelque part où tu peux extérioriser autre que dans nos oreilles. Va parler à l'extérieur, voilà. Monte sur une scène, parle là-bas, mais pas ici. Exactement. Mais... Eh bien, justement, on va voir maintenant en image comment tout cela, ce que ça a donné en tout cas, à partir de la découverte des dons de Laetitia. On regarde. Je suis super contente d'être ici. En plus, avec le confinement, le couvre-feu, ça faisait longtemps que j'étais venue à Bruxelles. Du coup, je suis arrivée en retard parce que le train était super en retard. Dans le métro, on m'a craché dessus. Dans la rue, on a essayé de me voler. Ah, je reviens. Ah, ça m'avait manqué, Bruxelles. Je ne me suis pas présentée, désolée. Je m'appelle Titi, j'ai 25 ans. Je sais, je ne les fais pas. Et je suis encore étudiante. Je suis étudiante en droit. C'est là où vous vous dites, ah mince, ça avait l'air d'être quelqu'un de bien. Non, je sais ce que vous vous dites. Les étudiants en droit, souvent, ils sont catalogués grosses têtes, super orgueilleux, qui se la pètent. Moi, ça va. Ce ne sont là que des études. Hein. C'est pas comme si un jour on allait m'appeler maître. La classe. Même dans le métro, ça fonctionne. Vous savez, les dragues super relous du style c'est mademoiselle ou c'est madame? Frère, c'est maître. Laetitia, merci pour cette partie de sketch tournée pendant le confinement, pendant la fin, entre les deux confinements finalement. C'est ça. Donc on voit les gens avec les masques. L'art de l'éloquence, c'est un art qui a la place aujourd'hui finalement, parce qu'on en est dans des communications ultra rapides. On a eu le président des États-Unis, Donald Trump, qui gouvernait à coups de tweets, donc 140 signes. C'est quand même pas grand-chose. Et là, vous, c'est dans l'éloquence, c'est dans le discours, c'est dans la parole. C'est encore sa place aujourd'hui dans la société? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est encore plus sa place aujourd'hui, parce que si on échange beaucoup, c'est pas pour autant qu'on sait bien le faire. Et je remarque cette capacité à bâcler un petit peu nos prises de parole, ou quand on est sur les réseaux sociaux, qu'on voit une vidéo de 5 minutes, on n'a déjà pas très envie de la jouer, parce que ça nous paraît trop long, et finalement, on finit par ne pas vraiment échanger et prendre le temps. Et une des règles que j'aime le plus dans l'éloquence, c'est que pour mieux parler, il faut d'abord extrêmement bien écouter. Ça, c'est, je pense, quelque chose qui sera une règle qui sera toujours d'application. Et puis aussi le fait de pouvoir fidèlement s'exprimer. Moi, ça m'a aidé aussi à comprendre mon identité, à comprendre qui j'étais, puisque lorsque l'on parle, il faut dire quelque chose. Et donc, il faut aller chercher en nous des messages que l'on n'avait aucune idée de la présence en nous. Et fidèlement, s'exprimer fidèlement à nous-mêmes. Donc, il y a une découverte de nous-mêmes. Une grande découverte. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon développement personnel. Et puis, finalement, quand on nous dit, eh bien, tu vas parler, pour ton exercice, tu vas parler 5 minutes. De quoi est-ce que je vais parler? Oh, eh bien, de ce que tu veux. Et c'est là où on est un peu noyé dans ce choix, où on se dit, je vais devoir parler devant une audience, devant un public de 10, 15, peut-être 100 personnes. Que vais-je dire? Et c'est là où on vient chercher ce qui nous touche le plus et ce qui, pour nous, est le plus important à transmettre. On est obligé de sortir des discours stéréotypes. Parce que finalement, quand on entend aussi des discours qui soient politiques ou autres, on a l'impression, quand on a quelqu'un d'un parti politique, on sait à peu près ce qu'il va dire, parce que voilà, il y a des clichés, il y a des grandes phrases. Quand on est dans l'opposition, on est contre. Quand on est au gouvernement, on est pour. En Belgique, c'est parfois un peu plus compliqué que ça. Mais en fait, on s'attend déjà au discours. Parce que là, il y a une liberté aussi. Oui, une liberté, une authenticité.
Ça aussi, c'est important. On ne peut pas copier, même si vous donnez à 2 personnes exactement le même message à transmettre, ils ne le feront pas de la même manière. Il y a cette empreinte de nous-mêmes qui est extrêmement forte dans un discours et qui rend justement cette plus-value dans l'éloquence. C'est que, moi, ce que j'aime le plus, ce sont ces concours d'improvisation auxquels j'ai pu participer. On nous donne exactement la même phrase. Eh bien, il y a 20 candidats. Et les 20 candidats ont des messages totalement différents, alors que ce sont exactement les mêmes mots qu'on leur a donnés. Et donc, ça montre ô combien la personnalité a toute sa place. Mais souvent, on a l'habitude, en tout cas, de penser que l'éloquence, c'est pour une élite. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous entendez ça? Est-ce que vous êtes dans une élite? Est-ce que vous considérez comme une élite? Parce que bon, c'est quand même l'apprentissage du vocable, c'est quand même s'exprimer, c'est le bon geste au bon moment, la bonne parole. Comment? C'est pour une élite? Je crois que ça a été forcément mis un peu sur un piédestal et ce n'est pas libre d'accès, l'apprentissage de l'éloquence. Comme j'ai dit, j'ai eu un environnement qui était très agréable, très propice, et qui me permettait de pouvoir apprendre. Ce n'est pas le cas de tout le monde, encore une fois. Et puis sur les bancs scolaires, il faut avoir la possibilité d'apprendre. Il faut avoir chacun, on a un rythme qui nous est imposé. Tout le monde n'a pas non plus les mêmes facultés ni les mêmes facilités. Et donc je crois que ce qui est important, c'est de justement redescendre un petit peu cet apprentissage de l'oratoire, le rendre accessible à tout le monde, à tous les âges et à toutes couche de la société. Pourquoi? Parce que c'est pour tout le monde la parole. Et c'est un peu sacralisé et je crois qu'il faut justement le démocratiser, permettre à chacun d'être dans la capacité de s'exprimer et d'échanger. Pourquoi? Parce que si on n'est pas dans la capacité de s'exprimer, on en vient souvent à la violence, avec la violence verbale, à la violence physique aussi. Et c'est souvent, non pas forcément une violence qui est là, mais cette frustration qui monte de « on ne me comprend pas, je ne sais pas comment dire les choses, alors je vais l'exprimer d'une manière qui ne va pas non plus ». Et comment on apprend à s'exprimer? Eh bien déjà en pratiquant, en étant entouré de ceux qui ont ces clés, en montant, non pas forcément toujours sur scène, puisque souvent on me dit « mais moi je ne monte pas sur scène, je n'ai pas un métier où je dois monter sur scène, donc peut-être que ce n'est pas pour moi ». Mais il suffit de cette discussion avec nos proches où finalement on ne s'est pas compris. Il suffit de cet entretien dans le cadre professionnel, de cette présentation, de ces entretiens d'embauche. À chaque fois que l'on doit prendre la parole, c'est une plus-value. Et donc comment le faire? Eh bien, les clés, c'est déjà enrichir son vocabulaire, chercher aussi à construire nos prises de parole, à avoir une structure, savoir quel est le but de nos prises de parole, et puis tout ce qui est dans la gestion du temps, du langage corporel, de la variation vocale. C'est tout cela qui fait d'une personne une personne qu'on estime comme étant éloquente. Mais finalement, quelqu'un qui maîtrise ces clés de l'art oratoire devient presque manipulateur. Il pourrait. Il peut. Effectivement, il peut, et il y a toujours cette question de est-ce que quelqu'un qui est éloquent a ce devoir d'être vertueux, d'avoir une bienveillance dans l'utilisation de ses dons? Je dirais que oui, mais je pointe un peu la différence où la rhétorique, c'est plus ce qu'on utilise dans le cadre politique. C'est-à-dire la manière de pouvoir bien parler selon ce que nous, on a envie de retirer d'une prise de parole. Et donc, je dis souvent, la rhétorique s'arrête quand on a fini d'écrire un discours. Peu importe que la forme soit si bonne ou non, finalement, si on a respecté les règles politiques du discours, eh bien, on est un très bon politique. Alors que l'éloquence, c'est parler pour les autres. Et donc, il faut absolument créer cette communication, cette connexion avec le public et parler pour qu'eux en ressortent quelque chose. Et de cette définition, j'ai envie de dire que l'éloquence, pour moi, ne peut pas manipuler. Si on est dans la manipulation, on est plus dans le cadre de la rhétorique. Alors, nous allons voir tout cela en images, puisque vous avez passé plusieurs concours que vous avez brillamment gagnés, et notamment un des derniers, je pense, oui. C'est le Grand Oral en France, et on regarde votre discours de la finale. Il y a tout, je pense. Il y a le chant, il y a l'éloquence, mais il y a aussi les sentiments. On ressent ça et on voit cela. And before I be a slave, I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Il fut un temps où ce chant était entonné par des esclaves noirs américains. Une mélodie d'espoir
pour ceux qui rêvaient d'un avenir meilleur. Mains et pieds enchaînés et liberté enterrée, ils ne pouvaient qu'imaginer le goût de la délivrance. Il fut un temps où la voix des femmes n'était que très peu considérée. On stérilisait leur destinée et muselait leurs pensées. Mais il est un temps, mon temps, où je me tiens, moi, femme noire, mains et pieds libres et dignité retrouvée, pour la tête haute et d'une voix considérée. Osez vous affirmer que oui, notre époque est belle. Ma présence devant vous est le résultat de tant de luttes, le rêve de mes ancêtres. Ce qu'ils appelaient autrefois utopie, je l'appelle ma vie. Cette époque est belle, car c'est la nôtre, la seule que nous avons. Nous racontons le passé et imaginons le futur, mais pour cette époque, nous en détenons la plume. Il paraît que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Alors je vous invite à porter un regard nouveau sur notre époque. Nous avons des possibilités comme le monde n'en a jamais eu et comme le monde n'en aura peut-être plus. Nous sommes dans une situation critique, mais notre monde et notre époque n'a pas connu ces derniers chapitres. Et s'il est vrai que le chemin est encore sinueux, c'est désormais en tant que révolté et non plus en tant que condamné que je me bats. Alors continuons à écrire, continuons à aller de l'avant, afin que tous puissent clamer haut et fort, mais qu'elle est belle, notre époque! Dans cette intervention, la finale de Grand Oral que vous avez remportée en février 2020, vous parlez d'utopie, en s'ancrant dans ce champ des esclaves noirs américains. Il y a quelque chose derrière qui est du domaine de la foi. Il faut croire en l'utopie. Et moi, j'aime beaucoup ce message, cette utopie, finalement. Utopos, en grec, ça serait presque un autre lieu. Et puis vous dites, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. D'abord, merci pour ce message. Mais vous le portez vraiment au fond de vous, on le sent, là. Oui, c'était la finale où j'ai eu l'occasion justement je jouais beaucoup sur ma nationalité belge parce que c'était en France et j'avais fait rire lors de la 8e, lors de la demi, de quart de finale et j'avais envie de finir sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, bien qu'on peut rire de manière très sérieuse, mais là j'avais vraiment envie de parler. On nous a dit voilà, le sujet de la finale c'est vous devez nous convaincre dans cette période qui était déjà difficile à ce moment-là que notre époque elle est belle. Et j'avais envie de tout simplement parler en disant, eh bien, si moi, je devais parler de mon histoire, et si on retournait plusieurs années, pas si loin que cela, je n'aurais même pas le droit de vous parler. Et donc, finalement, cette utopie, puisqu'aujourd'hui, on parle d'utopie d'autre chose, mais à l'époque, l'utopie, c'est ce que je vis maintenant. Donc, finalement, à ce moment-là où d'autres personnes rêvaient en disant, non, ça n'arrivera jamais, c'est impossible, aujourd'hui, je le vis. Donc, j'ose croire aussi qu'il y a des choses que l'on imagine qui ont l'air complètement impossibles, mais qui le seront peut-être demain. Ça rejoint ce que Naomi Kamhaleri nous montrait de la lumière et de l'obscurité. Même dans le noir, il y a quand même une petite lumière qui est là. Toujours. Et c'est ce qui va de la terre au ciel, ce qu'on disait en entrée, le culte et la culture. C'est ça, toujours. Il faut toujours avoir de l'espoir, sinon on n'avance plus. Alors, en préparant notre émission, vous parliez aussi d'une source d'inspiration, même en humour, la Bible. Oui. Alors, vous trouvez la Bible humoristique ? Très drôle. Hein ? Expliquez-nous alors. Mais parfois, je lis et j'imagine en fait à l'époque, et je me plonge en fait dans l'histoire comme lorsque je lis n'importe quelle autre histoire. Et puis parfois, je me dis ça devait être drôle quand même. Hein. C'est quand même cocasse. Et finalement, quand on se plonge et qu'on se met à la place de ceux qu'on lit et de ceux qu'on regarde, eh bien, on se rend compte que c'est très très drôle. Et moi, je ne peux pas lire la Bible sans me mettre à rire. Il faut la désacraliser un petit peu alors. Ah oui. Faut la dépoussiérer, la désacraliser pour la prendre. C'est ça, et porter un regard nouveau. Et souvent, moi, dans mes blagues, et lorsque je fais des sketchs chrétiens, je leur dis, mais imaginez 2 secondes que ça arrive aujourd'hui, en 2020 ou 2021. Eh bien, ils se disent, ah oui, c'est vrai que c'est drôle. C'est vrai que quand même, ça a dû être très drôle, j'aurais aimé être là. Les inconnus ont fait les rois mages.
au cinéma. Oui, et C'était très drôle. Exactement. Donc, Ouais, la Bible est une source d'inspiration pour beaucoup de cinéastes. oui, c'est vrai. Finalement. C'est ça. Puis finalement, ça dépend du regard que l'on porte dessus. Moi, ça me fait toujours rire. Je regarde parfois quand on fait, enfin, je sais, celui qui me fait rire le plus, c'est quand on parle de l'excès de table. Et je me dis, moi qui aime beaucoup manger, je me dis, ah, vous imaginez quand même que vous êtes devant Dieu, il vous dit, il rentre pas au paradis parce que tu as pris une crêpe de trop ce matin. Et finalement, on se met à rigoler, on dit, oh, c'est vrai que quand même, ce serait pas facile. Et finalement, on voit que bien, c'est notre regard, c'est pas tant la Bible qui est poussiéreuse, c'est le regard qu'on y porte. C'est ça. Ça, c'est important. Exactement. Il suffit d'avoir un regard neuf et c'est renouvelé tous les jours. Et ça change finalement le regard qu'on a de l'Église et de Dieu, finalement. Oui, et de ceux aussi qui croient, de dire, eh bien, on peut aussi très bien rire. C'est pas... Moi, je sais qu'à l'époque, j'avais aussi cette image, j'ai pas grandi forcément à l'église, donc j'ai cette image extrêmement sérieuse, extrêmement dans le jugement, quelque chose de complètement ennuyeux. Et puis, Ça, il faut casser, ça. Complètement cassé, puisque finalement, c'est pas du tout le cas. Et que moi, je rigole le plus, c'est le dimanche matin, parce que finalement, c'est là où je trouve le plus mes sources d'humour. Et rien ne nous empêche de rire. Au contraire, c'est très personnalisé. Alors, quelle est votre actualité? Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager de la reprise? On arrive maintenant, j'espère, à la fin du dernier confinement. Alors, qu'est-ce que vous allez nous produire? Eh bien, je joue mon premier one-woman show, donc mon premier spectacle de 45 minutes au Festival du Rire de Wavre le 26 juin à 19h30. Prochaine scène, voilà, 26 juin. Ma première scène depuis les confinements. Et il ne faut pas la rater, celle-là. Absolument pas. J'ai plein de choses à dire. J'ai vécu plein de choses pendant le confinement, donc je mets ça sur papier. Ce sera en plus en première partie de Florence Mendez, une autre humoriste qui est de grand talent. Et puis, à plus long terme, vous avez des projets Il y a un film qui va sortir, L'Employé du mois, avec notamment Alex Vizorek, Yasmina Douyeb, Peter Van de Beugin. Donc c'est assez intéressant. Ça sera cette année. C'est ça. Et puis, au niveau de l'école, vous avez une école aussi de l'éloquence, oui, vous donnez des cours? Exactement, Orateur Academia, donc je donne des cours d'oratoire pour ceux qui veulent surtout se professionnaliser, enrichir leur vocabulaire et apprendre à parler avec le plus de fidélité par rapport à ce qu'ils ont comme objectif. Eh bien, nous arrivons ainsi à la fin de notre émission. Déjà, nous vous remercions d'être venus nous faire rire, nous faire réfléchir, nous donner aussi beaucoup d'expressions différentes avec lesquels on va continuer à réfléchir. Comme on vous disait au début, et oui, la culture, le cultuel, c'est quelque chose qui nous pousse ou qui pousse entre la terre et le ciel. Une bonne fin de soirée ou un bonjour et à la fois prochaine pour une nouvelle émission de Présence protestante. Au revoir. Au revoir.